Si vous n'êtes pas à table, c'est que vous êtes dans le menu. Il a dit de cette façon-là. Donc, nous entrons dans un monde brutal, dans un monde violent. Dans ce monde-là, il faudrait que les peuples puissent avoir au-dessus d'eux des États qui soient capables de les protéger. Mais des États qui puissent vous protéger, ce sont des États qui sont gérés par des hommes d'État en respectant les règles de gestion d'un État. Si vous avez un État conduit géré comme une épicerie, géré en suivant des règles coutumières. Donc, on se partage des choses. Et tout ce qui concerne le fonctionnement ordinaire de l'État n'est pas respecté. Mais vous êtes un peuple qui est en proie à n'importe quel prédateur. Au moment où nous sommes en train de parler, les recettes douanières du Congo sont contrôlées par la Turquie. Au moment où nous sommes en train de parler, les aéroports du Congo ne sont pas contrôlés par les Congolais. Donc, vous avez les aéroports qui nous échappent. Vous avez le port qui nous échappe. Vous avez aujourd'hui dans les services publics, par exemple, le ramassage des ordures qui nous échappe. Et vous avez des contrats pétroliers. Le ministre des Hydrocarbures a rappelé dans leur programme de 30 jours pour convaincre que les sociétés pétrolières ne reversent pas à l'État congolais la part de pétrole qui revient à l'État congolais. Et vous avez cet ensemble de choses où les ressources du pays échappent totalement à la population. Vous avez un État qui se désintègre et il y a quelqu'un qui ne fait rien des pouvoirs de l'État, qui est à l'origine de cette situation désastreuse, qui annonce qu'il va se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qui nous reste à nous, peuple congolais, sinon que de nous soulever et de faire partir ce régime? C'est celle-là la position des patriotes. Le calendrier électoral de ce régime ne nous concerne pas et le peuple congolais doit prendre ses responsabilités et faire partir ce régime. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7. Le Congo-Brazzaville vit au rythme de la prochaine élection présidentielle, fixée, vous le savez, pour les 12 et 15 mars 2026, qui suscite encore plusieurs interrogations, notamment sur sa transparence, l'équité et la crédibilité du processus. Des opérations préélectorales ont été menées, ça aussi vous le savez, de manière opaque et unilatérale par le parti au pouvoir, le PCT. Par ailleurs, le contexte dans lequel pourrait se dérouler cette élection suscite également des préoccupations, un contexte marqué, comme vous le savez, par des crimes contre l'humanité, un climat de terreur caractérisé par les exécutions extrajudiciaires des jeunes délinquants présumés, mais aussi de beaucoup d'innocents par la garde présidentielle de Denis Sassou Nguesso, la DGSP. Denis Sassou Nguesso vient d'annoncer son intention de candidature pour briguer un 5e mandat présidentiel. On l'écoute. Je vous dis aussi directement que pour cela, je vais faire acte de candidature. Plusieurs candidats ont finalement décidé de renoncer à leur participation à cette élection, invoquant un manque évident de transparence ainsi que le contexte troublé dans lequel le scrutin se déroulera. Qu'à cela ne tienne, peut-on réellement parler d'une élection libre et transparente dans ce contexte au Congo-Brazzaville? On en parle aujourd'hui avec Maître Charles-Anissé Poitiers-Amar, avocat au barreau de Paris et du Québec, président des Patriotes. Bonjour, Maître Charles-Anissé Poitiers-Amar. Bonjour, Monsieur Perrin. Avant de continuer, je voudrais tout de même qu'on nous rappelle les Patriotes, c'est quoi concrètement? C'est vrai que vous en avez déjà parlé ici, mais c'est quoi une association, une organisation comme ça, libre ou un parti politique? C'est quoi un cercle de réflexion? C'est un mouvement
dont le but est de concourir avec d'autres compatriotes à la fondation d'une nouvelle république. Et donc, les travaux que nous menons actuellement consistent, par ma voix, à faire prendre conscience aux Congolais de la situation grave dans laquelle nous nous trouvons et de la nécessité d'entreprendre les actions à même de permettre la fondation de cette nouvelle république que nous appelons de nos voeux. Merci, maître. Alors, nous sommes à un mois et demi de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, prévue, vous le savez, les 12 et 15 mars 2026. Quelle est votre position face à ce scrutin? Envisagez-vous d'y participer ou non? La position qui est la nôtre et la mienne personnellement, je les ai répétées plus d'une fois, pour dire qu'il ne fallait pas, que ce serait une erreur pour notre communauté nationale d'appréhender la situation de notre pays sous le prisme d'un calendrier électoral, parce que c'est ce que font les nations ordinaires, les pays normaux. Nous ne sommes pas un pays normal. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Nous ne sommes pas un pays normal. Notre histoire est celle d'un élan républicain interrompu en 1997. Et donc, cette expérience républicaine qui avait été interrompue par des gens chassés du pouvoir par les urnes, il faut le rappeler, revenus au pouvoir par la guerre, se maintenant par les armes, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, quand vous avez des gens qui se prétendent être les vainqueurs d'une guerre et qui, depuis cette guerre, sont au pouvoir, nous avons une continuation des effets de la guerre. C'est pour ça que dans mon discours du 16 janvier 2025, je rappelais à l'ensemble de la collectivité nationale que cela faisait 28 ans en ce temps-là et aujourd'hui 29 ans que la guerre civile a pris fin. Et nous ne pouvons pas continuer dans une situation d'après-guerre comme si ce pays est condamné à vivre selon ce seul événement qui ne peut pas être le marqueur absolu de l'histoire de notre pays. Cette page-là doit être tournée parce que depuis la fin de ces hostilités de 1997, il y a une nouvelle génération de Congolais qui est venue au monde, qui n'entend rien et ne comprend même pas de quoi nous parlons quand on parle de cette guerre, un peu comme lorsqu'à ma génération, on nous parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne comprenais pas dans ma jeunesse, mais ils s'étaient battus pourquoi en Europe. Et aujourd'hui, il y a donc des Congolais, une nouvelle génération qui ne sait pas pourquoi leurs parents se sont tapés dessus les uns les autres. Il y en a qui étaient mineurs à l'époque, qui sont devenus majeurs aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être condamnés à vivre sous le joug de ceux qui auraient gagné la guerre. Et je précise, prétendument auraient gagné la guerre, parce que dire qu'il y a eu des vainqueurs, c'est une idée fausse qui a généralement circulé dans notre pays. Personne n'a gagné la guerre parce que la guerre, on a mis fin à la guerre par l'intervention de l'armée angolaise. Les Angolais ne seraient pas venus au Congo, il n'y aurait pas eu l'apport militaire des Rwandais et d'autres personnes, d'autres nations, des Tchadiens notamment, qui se seraient mêlés de cette guerre-là, il n'y aurait pas de vainqueur. Donc c'est une tricherie que de laisser entendre à la communauté nationale que quelqu'un aurait gagné cette guerre. Il n'y a pas eu de vainqueur de la guerre, et encore qu'il y en aurait eu, cela ne nous obligerait pas à vivre ad vitam aeternam sous leur joug.
Évidemment, tout à l'heure, vous parlez de guerre. C'est le terme qu'on a utilisé pour maquiller le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, de juin 1997. Et vous évoquez également la situation d'après-guerre. Si j'ai bien compris, le Congo est encore dans cette situation. Mais il y a un certain nombre, j'allais dire, d'observateurs qui ont fait comprendre aux Congolais qu'après la victoire que vous appelez là, que vous rappelez d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso aurait finalement converti, ça c'est ce qu'ils disent, cette victoire militaire en victoire politique, c'est-à-dire probablement par les élections qui ont précédé. Je pense ici aux élections de 2009, 2016, 2021. Ça vous dit? Eh ben, souvenez-vous de des scissions à l'intérieur du PCT. Qu'est-ce qui a opposé André Okombi-Salissa à Denis Sassou Nguesso? Quand vous vous souvenez des propos que tenait André Okombi-Salissa du temps où il était libre, il avait rappelé, je m'en souviens, qu'il avait cru en la promesse de la restauration de la démocratie, ce qui avait justifié son engagement. À partir du moment où il a vu qu'il n'était pas question du rétablissement de la démocratie, mais plutôt du rétablissement d'un homme au pouvoir, donc pas la démocratie, mais un homme au pouvoir, cela a justifié son retrait par rapport à la ligne politique de son parti. Il dit, je m'appuie sur la Cour constitutionnelle et sur la Cour suprême. Quelle honte! La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ils ont pris l'Ingiri. Ils ont pris l'Ingiri. Ils ont préféré l'Ingiri par rapport au Congo. Je vous dis que dans les autres pays, même au Burundi, les membres de la Cour constitutionnelle ont préféré partir. Mais au Congo, ils ont donné une autorisation. Mais leur avis est dénué de toute valeur. C'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Vous avez compris? Oui. C'est pour ça. Au lieu d'aller chercher l'article 86, où on lui dit, Monsieur le Président, voilà vos compétences. Il est parti chercher l'article 110 qui s'adresse au président Koumba, même si le président Koumba voulait aussi le changement de la Constitution. Vous trouvez ça normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, nous allons dire honte à la Cour constitutionnelle. Mais j'ai reçu quelques membres de cette Cour. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, mais comprenez-nous, c'est ça qu'ils voulaient. On nous a forcés. On ne nous a donné que 2 jours. On dormait là, on ne pouvait pas repartir à la maison. Alors que d'habitude, la Cour constitutionnelle, pour répondre, a besoin d'1 mois, sinon un minimum de 10 jours. Mais là, ils ont été saisis le 14, le 17, ils ont rendu l'arrêt. Vous voyez où est le cafouillage, non? Maintenant, quand nous nous levons, nous parlons de la démocratie, on nous apporte le problème de la paix. Je voudrais dire que nous sommes des hommes de paix. Les Congolais sont les hommes de paix. Les Congolais et les Congolais sont les hommes de paix. Le Congo est un pays de paix. Mais enfin, quand ici même, ici, j'étais là, le 29 novembre 1992, ici, là, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Au Combi, il faut toujours être un homme d'honneur.
Et je réponds, Monsieur le Président, je reste un homme d'honneur. Hier, nous avons dit non au président Lissouba pour la Constitution. Aujourd'hui, je dis aussi non à mon propre président pour la Constitution. Et nous savons comment cela s'est terminé. Donc, il y a eu une imposture de parler de restauration de la démocratie alors qu'il était question de rétablir un homme au pouvoir. Et la preuve de cela, c'est que depuis la prétendue restauration de la démocratie, curieusement, au sein de son parti, il n'y a pas de démocratie. Au sein de ce parti, il n'y a personne d'autre qui peut se présenter à une élection, sauf lui. Et aujourd'hui, on parle d'un 5e mandat pour le même homme. Et dès lors que nous nous trouvons dans un écart par rapport à la démocratie et un écart par rapport aux promesses faites à la fois à l'intérieur de sa famille politique et annoncées aux Congolais au lendemain de la guerre, nous avons le devoir comme peuple d'un sursaut et de reprendre le contrôle du cours de notre histoire, ce pourquoi habituellement sur votre plateau, j'appelle au nom des patriotes à la fondation d'une nouvelle république. Ça veut dire que nous devons aujourd'hui repartir sur un nouveau pacte républicain parce que nous sommes loin du cadre qu'on appelle ordinairement république, même si notre pays s'appelle République du Congo. Lorsque vous parlez d'un nouveau pacte républicain, à quoi vous faites allusion concrètement? Au retour à l'ordre constitutionnel de 1992 ou bien reformer la République du Congo? Et comment? En 1992, les aînés, les parents qui étaient à la conférence nationale avaient fait le point de la situation du Congo depuis 1960 jusqu'à 1992. Le récit de cela se trouve dans le préambule de la Constitution où il rappelle tout ce que le peuple congolais avait vécu comme privation de liberté, comment on avait détourné ce peuple de son destin, on lui avait volé son avenir. Et donc en 92, l'objectif était de permettre aux Congolais de se réapproprier leur histoire. L'équilibre qui avait été trouvé dans le contexte de cette constitution, aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, il est nécessaire de revoir ses fondations parce que c'est une histoire qu'on ne peut pas passer par pertes et profits. Je veux parler des plus de 30 ans qui ont suivi la conférence nationale. On ne peut pas les passer par pertes et profits. On est obligé de regarder à la fois ce qui s'est passé à l'intérieur, de scruter les horizons internationaux et intégrer l'ensemble de ces expériences pour refaire un cadre républicain qui serait adapté aux besoins du pays. Oui, Maître Charles Anissé, Poitiers-Amar, que vous inspire finalement, moi j'appelle ça intention, parce que je vous ai rappelé d'entre deux jeux, il a dit « je vais faire acte de candidature ». Bon, considérons cela un acte de candidature, c'est-à-dire qu'il vient de faire un acte de candidature, il est candidat pour briguer un 5e mandat. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire un enthousiasme à redoubler d'efforts pour le faire partir, parce que sa présence aujourd'hui au sommet de l'État est pour ceux qui veulent du changement et qui veulent instaurer une nouvelle république, une occasion de tisser et de consolider les liens de la nation. J'ai déjà mentionné sur votre plateau le fait qu'en 1960, on avait volé au peuple congolais
sa lutte politique. Un peuple doit avoir une conscience politique. Un peuple doit avoir une âme. Vous ne pouvez pas être une nation si vous n'avez pas de lutte commune, si vous n'avez pas un passé commun et une projection d'avenir ensemble. Les peuples qui ont mené des luttes d'indépendance telles que les Angolais ont un autre cheminement depuis l'avènement de leur indépendance. Ceux qui ne se sont pas battus pour leurs indépendances, qui les ont cueillis, qui les ont reçus comme des fruits mûrs tombés d'eux-mêmes, ces peuples-là sont dans de grandes difficultés. C'est le cas général des pays francophones d'Afrique. Le peuple congolais a besoin de mener la lutte qu'il n'a pas pu mener à l'époque. À l'époque, il fallait mener cette lutte contre le colonisateur. Aujourd'hui, il faudrait la mener contre une figure tyrannique qui opprime le peuple. Et donc, dès lors que M. Sassou Nguesso annonce qu'il sera de nouveau candidat, qu'il a l'intention de se maintenir dans la fonction présidentielle, à ce moment, il appartient aux leaders politiques que nous sommes de redoubler l'effort pour arriver à mobiliser l'ensemble de la nation. Le jour où tous les Congolais seront d'accord du nord au sud, de l'est à l'ouest, se mobiliseront pour faire partir M. Sassou Nguesso, naîtra quelque chose de nouveau et ce seront là les prémices de la nation. Aujourd'hui, nous sommes encore une juxtaposition de tribus et d'ethnies et nous devons évoluer vers la formation de la nation. Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, j'aime rappeler, comme le disait d'ailleurs Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur au monde. Nous sommes ici face à une tyrannie, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout le monde dit dictature, mais curieusement, les opposants que vous êtes, après vous me direz si vous êtes de l'opposition ou de la résistance, les opposants congolais continuent à mener une lutte, j'allais dire un combat politique contre une tyrannie, c'est-à-dire ils utilisent des outils qui ne sont pas appropriés pour lutter contre une tyrannie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Denis Sassou Nguesso ne respecte pas la Constitution, ne respecte rien du tout, ne respecte pas les lois. La preuve, c'est que là, il a même ordonné une opération où on est en train de tuer des Congolais, en pleine rue, devant tout le monde, sans procès. Il a démontré qu'il ne respecte jamais la loi. Et lui, sa force, c'est le crime. Il utilise les armes pour, je ne sais pas s'il faut appeler ça politique, mais Sassou Nguesso ne fait pas la politique en réalité. Et vous, les opposants, vous menez un combat contre Denis Sassou Nguesso avec les outils, j'allais dire, non appropriés. Vous parlez de la République, vous parlez des lois, de la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une erreur politique? Déjà, vous aurez été plus gentil certainement de ne pas me faire le procès de l'aveuglement devant l'homme, devant le système que nous combattons, parce que je n'ai de cesse de dire sur votre plateau que nous ne devons pas nous tromper sur la nature de l'adversaire. J'insiste sur le fait que nous ne sommes pas en République et nous ne sommes pas dans la démocratie. Je l'ai toujours dit sur votre plateau. Dans ce contexte-là, ceux qui pensent en fonction du calendrier électoral, parce qu'aujourd'hui, la majorité de la population a été embarquée dans cette affaire de calendrier électoral, de telle sorte qu'à l'approche d'une élection, les gens ont l'impression qu'il y aura effectivement élection et au lendemain de l'élection, tous les efforts se rabattent parce que l'on considère qu'on a perdu alors que ça, c'est le repère des pays normaux. Un pays normal, dans un pays normal, les forces politiques se préparent à aller à une élection. Au lendemain de l'élection, ceux qui ont gagné gouvernent, ceux qui n'ont pas gagné continuent à fourbir leurs armes, donc à construire des arguments pour mieux convaincre. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là. En début d'émission, je l'ai dit, nous sommes dans un contexte où des gens sont arrivés
monter sur des chars, interrompre l'expérience démocratique et républicaine d'un pays. Dès lors que les choses se sont passées de la sorte, c'est un combat politique à mener pour rétablir la République. Donc, il faudrait faire partir ces personnes. L'élection n'est pas le moyen approprié de faire partir ceux qui sont venus par les armes. C'est pour cela que j'ai aussi souvent parlé du soulèvement du peuple congolais en disant que le peuple congolais, comme tous les peuples du monde, face à l'oppression, face à la tyrannie, a le droit de se soulever. Et ce que nous n'avons pas fait en 1960, la lutte qu'on n'a pas menée en 1960, c'est la lutte que nous devons mener aujourd'hui qui sera enseignée à nos enfants comme étant la lutte d'un peuple qui avait refusé de se soumettre devant la brutalité et la violence des armes. Et nous n'allons pas prendre des armes, nous aussi, pour combattre ce système-là. Je prendrai pour la compréhension de mon propos en exemple ce qui s'est passé en Inde avec Mahatma Gandhi. D'ailleurs, j'ai la parenté professionnelle avec lui parce que c'était un avocat. Quand Gandhi arrive en Inde et qu'il y avait des forces politiques qui menaient le combat pour l'indépendance, tout le monde pensait à s'équiper en armes et à organiser la résistance contre les Britanniques, une résistance armée. Il se disait, nous sommes plusieurs centaines de millions, les Anglais sont à peine une dizaine de milliers. Donc, si nous avons les armes, on viendra à bout de ces personnes. Et Gandhi était contre cette démarche. Il disait qu'il ne faut pas seulement remporter la victoire militaire, mais il faut aussi remporter la victoire morale. Parce qu'après que les Anglais soient partis, il y aura une nation à bâtir, il y aura un avenir à construire. Et nous devons avoir les fondamentaux de notre histoire pour bâtir l'avenir de cette nation. Et pour cela, il avait dit, il faudra battre les Anglais sur les principes. Les Anglais prônent l'égalité, ils prônent le fait qu'il n'y a pas d'homme supérieur à d'autres, donc l'égalité dans le genre humain. Ils prônent la liberté des individus et la liberté des peuples. Nous allons nous servir de ces principes contre les Anglais. Et donc, il a mené une lutte non violente. Elle a fini par triompher. Les Anglais se sont retirés de l'Inde. L'Inde est un pays aujourd'hui qui s'appuie sur ses principes moraux. Si nous allons dans la brutalité et que nous empruntons le chemin qui a été emprunté par ceux qui sont venus interrompre l'expérience républicaine et démocratique du pays, nous n'avons rien à leur reprocher. C'est pour cela que la voie que nous choisissons soit celle de la prise de conscience des compatriotes et du sursaut national pour vaincre les armes par la puissance de la non-violence. Mais dernièrement, Maître Charles-Anicet Poitiers-Amar, vous annonciez une désobéissance civile, c'était en septembre dernier, et là nous sommes à 1 mois et demi de la prochaine présidentielle, en mars donc 2026. Curieusement, depuis là, vous êtes aux abonnés absents, c'est le silence total, et les questions fusent pour se dire, mais il est passé par où après avoir annoncé cette première échéance de la mobilisation pour une désobéissance civile. Que s'est-il passé concrètement? Ou qu'est-ce qui se passe? C'était en octobre dernier, l'appel avait été lancé pour le 24 octobre. Il y a eu des Congolais qui ont répondu à cet appel. Personnellement, j'ai reçu ce jour-là beaucoup d'appels venant de l'ensemble du pays, des gens qui, dans le privé comme dans le public, s'étaient abstenus d'aller au travail, et dans les services, les gens s'en sont aperçus. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'à Brazzaville, on avait organisé le même jour l'inauguration d'une école et on avait invité massivement les fonctionnaires à participer à cette inauguration, justement pour noyer le poisson. La lutte, les moyens de la lutte que nous choisissons
nous restons constants dans ce choix que nous avons fait. Le président de la République actuelle a annoncé son intention de se maintenir au pouvoir par une mascarade électorale. Nous allons prendre des dispositions de notre côté. Ce n'est pas le moment de l'annoncer. C'est vrai qu'il nous reste un mois avant le début de la campagne, mais je vous ai dit tantôt que le calendrier électoral n'est pas notre déterminant. Avant, après les dates qui sont annoncées, nous restons engagés et déterminés dans la voie qui est la nôtre. Notre objectif, c'est la fondation d'une nouvelle République. Donc, ce calendrier électoral ne vient pas perturber le travail que nous sommes en train de faire et vous serez informés de ce que nous allons faire. Oui, Maître Alissé, je sais que tout est d'abord mental, hein, tout part de l'idée. Je vous entends de temps à autre dire le président de la République. Dans le même temps, vous dites la République n'existe plus au Congo, au Brazzaville. Mais parce que lorsqu'on dit président de la République, ça veut dire qu'il a été élu et bon, il assume les fonctions d'un président de la République. Et à ce moment-là, on n'a plus à l'en vouloir, sinon attendre une élection présidentielle pour le démettre. Est-ce que je voulais simplement dire pourquoi parler d'un président de la République dans une République qui n'existe pas? Vous posez là une très bonne question et je vous dirais qu'il s'agit certainement d'une déformation due à mon cursus académique, dans le sens que dans le profil qui est le mien, on prend pour acquis qu'il y a un chef d'État dès lors qu'il y en a un qui revendique cette qualité avec succès. En ce moment, au Congo, il n'y a qu'une seule personne qui revendique cette qualité avec succès. Et dans tous les cas de figure, on peut être contre le personnage ou contre sa politique. Dans notre cas, nous sommes contre sa politique, nous sommes contre la méthode employée pour arriver au pouvoir et pour se maintenir au pouvoir. Donc nous sommes contre tout cela, mais nous n'allons pas non plus à l'encontre des réalités et des faits historiques. Autant lorsqu'il y a une assemblée générale aux Nations Unies, c'est ni vous ni moi qui allons représenter le Congo aux Nations Unies, c'est bien M. Sassou Nguesso. Donc, il y a des faits que nous sommes obligés de tenir en compte sans pour autant se soumettre à leur diktat. Merci, Maître Charles Alissé Poitiers-Amar. Alors, vous parlez donc de la désobéissance civile. Il faut trouver un autre moyen pour combattre cette dictature. Dans le même temps, il y a tout de même certains opposants. Et puis, il faut dire que c'est leur droit, ils sont libres, parce que c'est cela aussi la liberté d'opinion, qui, eux, ont décidé d'aller à cette élection en l'état. Et parmi eux, il y a un qui a déjà payé sa caution de 25 millions de francs CFA. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Mais en dehors de lui, je ne sais pas si les autres aussi l'ont déjà fait, mais ils ont dit qu'ils iront à cette élection et d'autres sont en train de passer sur les plateaux télé pour, disons, parler de leur programme de société, s'il faut appeler ça comme ça. À quoi ça vous fait penser? Revenons d'abord sur la citation de Camus, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui nous disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. La somme de 25 millions qui est versée est dite caution, elle est appelée caution dans la loi. Bon, d'ordinaire, on aurait dû l'appeler un cautionnement, mais si c'était un cautionnement, le cautionnement a vocation d'être remboursé. Or, dans le texte de la loi, il est dit que cette somme-là n'est pas remboursable, mais curieusement, on l'appelle caution en pensant au cautionnement. Donc, vous comprenez que cette loi électorale devra être réécrite en son temps
dans le cadre de la nouvelle République Mais qui sera instaurée. pardon de vous arrêter comme ça. Elle est remboursable aux candidats qui dépasseraient, je crois, 10% voilà, de suffrage. Et oui, même la condition qui est posée ne change pas la nature parce que le cautionnement est remboursable. Et si on vient mettre une condition pour dire que celui qui ne dépasse pas le taux que vous avez fixé ne recevra pas le remboursement, à ce moment, nous passons dans une république censitaire. Donc, l'égalité des citoyens devant la loi est tronquée parce que ce sont les citoyens riches qui pourront participer à une élection. Et dans le cadre de la République, elle, ne fait pas exception de personne pour établir des catégories entre les possédants et ceux qui ne possèdent pas. Or, le maintien de cette loi, quand bien même il a été expliqué que c'était pour éviter la pléthore de candidats, ce n'est pas le meilleur moyen d'éviter la pléthore des candidats, sinon que dans tous les autres pays, notamment dans les pays plus peuplés que les nôtres, l'Inde qui est la plus grande démocratie en raison de sa population, donc plus d'1,2 milliard d'habitants, si l'Inde devait éviter la pléthore des candidats, ils appliqueraient une règle qui dirait qu'il faudrait déposer un cautionnement d'1 milliard de francs CFA. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un cautionnement de cette nature en Inde et pourtant, il n'y a pas pléthore de candidats. Donc, en s'inspirant de ces expériences étrangères, on peut trouver la formule pour le Congo. Pour Merci, maître. Oui, la question suivante que vous aviez posée sur les candidats. Je ne présente porte leur pas programme de société à travers les médias. Je ne connais encore aucun programme de société à date. Cependant, je ne porte pas de jugement de valeur à l'endroit de ceux qui ont fait le choix d'aller. Simplement que je me dis que nous n'avons certainement pas la même lecture des choses. Eux pensent que nous sommes dans un pays normal. Et donc, ils vont dans une élection comme on irait dans une élection en Allemagne ou encore dans d'autres pays qui respectent le principe. Le Bénin devient un exemple en Afrique où il y a des alternances continues depuis la conférence nationale. À ce jour, tous les présidents béninois depuis la conférence nationale ont été élus. Et le dernier en poste, Patrice Talon, a annoncé son retrait après son deuxième mandat qui doit prendre fin bientôt. Donc, il a annoncé son retrait. Et dans un pays comme le Bénin, il est normal de se préparer à aller à une élection parce que depuis 1991 au Bénin, l'alternance politique est ininterrompue. Même le président Mathieu Kérékou, qui avait quitté le pouvoir sans aucune violence, est allé aux urnes pour reconquérir le pouvoir. Et donc, de ce point de vue, on peut considérer cela comme un exemple. Quant aux Congolais qui vont à une élection croyant qu'ils sont dans un pays normal, on ne peut que rester interloqué devant une telle compréhension de la situation. Merci. Avant de passer à l'autre volet, vous avez certainement suivi aussi à travers les médias, et c'est une affirmation qui revient constamment, c'est de dire que finalement, à l'élection présidentielle, donc la toute prochaine, Denis Sassou Nguesso n'a pas d'opposant face à lui. Oui, là-dessus, il faudrait certainement qu'on revienne déjà à son intention de candidature. Voilà quelqu'un, je le disais encore devant vous il y a quelque temps, voilà une personne qui, depuis, prenons juste la période de la crise qui a commencé en 2014, jusqu'aujourd'hui, donc 16 ans plus tard, vous avez du mal à identifier les décisions prises par M. Sassou Nguesso pour résorber la crise économique et financière qui asphyxie les Congolais. Et j'avais cité l'exemple du général de Gaulle qui, en une seule année, l'année 1959, la France étant dans une situation difficile,
en 59, le général de Gaulle a pris 300 ordonnances pour redresser la France. Donald Trump vient d'arriver. À la date d'aujourd'hui, Donald Trump a pris plus de 300 décisions. Donc, il vient de passer une année à la Maison-Blanche et il a pris plus de 300 décisions pour résoudre les problèmes économiques des États-Unis. La crise économique du Congo dure depuis 12 ans maintenant. Les décisions de M. Sassou Nguesso en la matière sont introuvables. Il n'a pris aucune ordonnance, mais absolument aucune. Il a abandonné les pouvoirs de président de la République, il a abandonné les pouvoirs de chef d'État qu'il n'a jamais exercé d'ailleurs, et il veut être président de la République de nouveau. Alors, quand vous voyez le comportement qu'il adopte, qui est le comportement d'un chef de clan, d'un chef parfois de tribu ou de village pour saisir les choses telles qu'elles sont, quand il adopte ces attitudes, il réserve la part belle aux partisans de sa tribu. Donc, on a parlé d'apartheid ethnique plus d'une fois avec vous, où il a réservé des ministères régaliens pour les gens qui partagent son identité biologique ou encore son identité ethnique. Dans cette attitude de gouvernance comme chef de village, chef de clan ou chef de tribu, que veut-il faire dans le fauteuil de chef d'État? Parce qu'on a besoin d'un chef d'État. Donc c'est un paradoxe, c'est une contradiction que quelqu'un qui ne se comporte jamais comme un homme d'État, comme un chef d'État, cherche toujours à occuper la fonction. Et le drame du Congo, c'est que nous avons quelqu'un qui accapare les pouvoirs de la République et de l'État pour ne rien en faire et il ne veut pas les lâcher non plus. Donc l'annonce de cette candidature, c'est l'annonce de l'intention de continuer à garder par devers lui les instruments avec lesquels on doit résoudre les problèmes, mais sans l'intention de résoudre les problèmes. Alors parlons donc du contexte économique dans lequel va se dérouler ce scrutin, j'allais dire. Je ne sais pas si vous avez appris connaissance de la correspondance de la CEMAC adressée, bien sûr, aux membres du gouvernement de la commission de la CEMAC par son président Balthazar Ngonga. C'est comme ça qu'on l'appelle. On peut donc lire, permettez que je fasse la lecture pour nos téléspectateurs. Objet, suspension provisoire des activités. Monsieur le vice-président. Monsieur les commissaires, l'évolution des chiffres se rapportant à la situation de trésorerie régulière présentée par l'agent comptable central et par l'agent comptable de la commission, tant pendant les sessions des conseils des ministres de l'UEAC que lors des différentes réunions du collège des commissaires, révèle une dégradation continue de nos finances. Pour y répondre, les 2 dernières sessions du Conseil des ministres ont prescrit à la Commission de mener une démarche, donc un dialogue franc sur les questions avec les États membres. C'est à ce titre que j'ai mandaté, Monsieur le vice-président, à l'effet d'effectuer une mission circulaire au sein des 6 États membres de la communauté. Il y a eu une suite de cette lettre, mais je ne vais pas lire toute la note, mais on comprend déjà la teneur. Ici, en fait, la CEMAC est en train d'alerter sur la situation qui est de plus en plus préoccupante. Ma question à moi, c'est de savoir, face à cette situation déjà, j'allais dire, sensible, conjuguée évidemment à la crise que vit le Congo, la crise économique et financière. Nous savons que pour financer l'élection au Congo, l'élection présidentielle, c'est autour de 100 milliards. Est-ce que le Congo va-t-il finalement financer cette élection à fonds propres? Et de savoir si cela est vraiment responsable dans le contexte actuel. Et vous vous serez pris les pieds dans le tapis si je devais vous retourner l'exercice de la sémantique. Vous parlez d'une élection alors que vous êtes persuadé qu'il n'y aura pas d'élection. Mais je ne vous fais pas ce procès-là. Par contre, est-ce que le Congo a les moyens
de rassembler en dehors de ce contexte? Est-ce qu'il a les moyens de rassembler 100 milliards de francs CFA? Les sommes détenues par les Congolais dans les paradis fiscaux que vous mentionnez souvent sont de très, très loin supérieures à cette somme. Donc, la question ne se pose pas en termes de finances publiques, la question se pose en termes de personnes occupant et exerçant les fonctions d'État. Merci, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar. On va passer à un autre volet. Alors, cette fois-ci, nous allons donc aborder la question sur, je ne sais pas si vous avez suivi la visite du président sénégalais, Diomaye Faye, qui est arrivé à Brazzaville pour rencontrer Denis Sassou Nguesso. On essaie un peu d'analyser aussi le contexte, c'est à quelques jours, il faut le dire comme ça, de la prochaine, bon, je vais me le permettre tout de même, élection présidentielle, bien que factice. Il foule le sol congolais pour la première fois depuis son élection à la présidence du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye est reçu au pied de l'avion par son homologue Denis Sassou Nguesso ce 2 février à l'aéroport international Maya Maya. Cette visite de 48 heures du président Bassirou Diomaye Faye à Brazzaville témoigne de la volonté de ces deux chefs d'État pour le renforcement de la coopération entre ces deux pays. La communauté sénégalaise vivant en terre congolaise salue ici l'arrivée de son président. Dans l'agenda du président sénégalais, des entretiens de haut niveau sur des sujets d'intérêt commun. Et certaines langues se délient. Bon, encore, c'est à vérifier, mais bon, on peut poser des hypothèses, ce n'est pas interdit. Pense que c'était une mission et donc Diomaye Faye serait porteur d'un message auprès de Denis Sassou Nguesso pour lui dire, enfin, une recommandation qui lui demanderait d'organiser un dialogue. Et bien curieusement, juste après que Diomaye Faye ait tourné le dos, derrière, on a suivi Denis Sassou Nguesso annoncer son intention de candidature. Quelle analyse faites-vous d'abord de cette visite? Je vais dire que le timing, quand même, à le dire d'ailleurs Thierry Bongala lui-même, le timing fait tout de même réfléchir. Oui, je ne connais pas encore à date les tenants et les aboutissants de cette visite, en dehors de ce qui a été annoncé officiellement. Dans l'hypothèse où le président sénégalais aurait été porteur de ce message-là, je ne sais pas missionné par qui, mais dans l'hypothèse où il aurait été porteur d'un tel message, ce ne serait pas surprenant que le président congolais puisse être dans la démarche qui est la sienne, parce que c'est dans son modus operandi. Nous connaissons le personnage depuis plus de 50 ans qu'il est sur la scène politique. Donc, plus d'une fois, on l'a vu dans un entêtement face à des situations plus ou moins difficiles. D'ailleurs, autour de lui, son entourage est familier du fait qu'il fasse le contraire de ce que la majorité lui demande. Par exemple, concernant le changement de la Constitution, il y avait des voix, notamment celle de Obami Itou, qu'il avait appelé publiquement à ne pas procéder à ce changement. Il y avait des personnalités au sein de son parti, encore André Okombi Salissa, Charles Zakari Boao, il y avait des personnages qui le lui demandaient. La position du président français à l'époque était connue. François Hollande avait dit en décembre 2013, ceux qui changeront les constitutions, la CPI était faite pour eux. Donc, et malgré cela, il a procédé à ce changement. D'où je dis que si on considérait votre hypothèse comme étant avérée, son attitude ne surprend pas compte tenu de son histoire politique. Cela ne surprend personne. Il faut peut-être aussi rappeler que Nicolas Sarkozy lui avait dit également, Denis, fais ton dernier mandat. Nous sommes là, je crois, dans les années 2009, comme ça.
Alors, passons donc à un autre volet, c'est le conclave, le deuxième, bien sûr. Et pardon, Monsieur Perrin, Je vous en prie. euh, juste dans l'ordre du rappel, vous avez certainement le témoignage de François Prost qui rappelle que lorsque Monsieur Sassou Nguesso se trouve en France dans ce qu'on appelait à l'époque la traversée du désert et qu'il n'était reçu par personne, c'est lui, François Prost, qui le fera recevoir par Jacques Foccart, qui sera son intermédiaire auprès de Jacques Chirac. Et l'entente était qu'il recevait le soutien de ces personnes pour rétablir la démocratie au Congo dans l'hypothèse où elle aurait été à cette époque-là violentée. Et donc, tout ce monde avait cru accompagner M. Sassou Nguesso au Congo pour le rétablissement de la démocratie. Et il a fait le contraire des engagements qu'il avait pris dans cet ordre-là. Et ce qui confirme la promesse du rétablissement de la démocratie, c'est la Constitution de 2002. Quand vous lisez cette Constitution, on y voit les éléments des promesses qu'il avait faites, autant concernant le respect des droits de l'homme et la démocratie en tant que telle. Et pourtant, d'ailleurs, l'interdiction du renouvellement de mandat dans la Constitution de 2002 avait pour objectif d'offrir des garanties à ceux-là qu'il avait soutenus. Donc, il leur avait montré sa Constitution, il a dit, regardez, je mets dans la Constitution qu'on ne peut pas modifier le nombre de mandats. Donc, je ne ferai que 2 mandats et je m'en irai. Et pourtant, en 2015, des Congolais ont été massacrés pour que cette constitution-là soit modifiée et qu'ils se maintiennent au pouvoir. Donc, annoncer une candidature à la suite d'un message, ce serait rien à côté du passé que je viens d'évoquer. Passons donc au conclave, c'était le deuxième, bien entendu, des fils et fils du Kwilu, Ban Abou Kakamwek. Et ici, Anatole Koloné-Makosso a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner le Kwilu dans ses priorités, disait-il, notamment les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et l'emploi des jeunes. Voilà, appelant à une mobilisation collective, mettant également en avant le rôle stratégique du département dans l'économie nationale. Est-ce que vous entendez ça? L'appel m'est parvenu et je l'ai trouvé plus ou moins, je dirais que ma réaction elle était contrastée. Contrastée parce que, d'une part, je pense que c'est bien que les Congolais se retrouvent de temps à autre et se parlent, que ce soit à l'intérieur des départements ou à l'extérieur, mais que les Congolais puissent se retrouver de temps à autre et puissent se parler. Cependant, ce type de rencontre, lorsqu'il concerne un groupe ethnique, par exemple, je pense que ça ne devrait porter que sur des objets soit scientifiques ou culturels. Mais ça ne devrait pas être politique parce que lorsque vous rassemblez des gens sur une base ethnique avec des visées politiques dans un pays qui veut construire une nation, ce qui est l'ambition des patriotes, nous voulons aller vers la construction de la nation et il y a des gens qui nous tirent en arrière pour nous parler tribu et ethnie. Et quand on nous tire en arrière pour parler de la tribu et de l'ethnie et qu'on mette la politique à l'intérieur, c'est une démarche rétrograde. Ce que j'aurais attendu de ce que l'on a appelé faussement conclave, ce n'était pas un conclave non plus. Conclave en latin, ce n'était pas le cas. C'était davantage un caucus. Caucus parce que les gens se sont retrouvés là-bas davantage par affinité politique qu'identitaire. Ce n'était pas parce qu'ils étaient les descendants de Luango, tels qu'ils l'ont dit, qui se sont retrouvés là-bas, mais parce qu'ils ont des affinités politiques. Et d'ailleurs, ils ont fait une déclaration de soutien à M. Sassou Nguesso. Donc, ce sont les Vili
de M. Sassou Nguesso qui se sont retrouvés là-bas. Et dans les propos qu'ils ont tenus, dans l'histoire, j'ai vu là-bas des personnes respectables, plusieurs personnes avec qui j'ai les meilleurs rapports. Certains pourraient être des frères, et il y a eu des sœurs, d'autres pourraient être des oncles, des pères. Nombreux là-bas, je les appelle tonton, papa. Et donc, c'est des personnes, pour la plupart, que je connais personnellement et pour qui j'ai du respect. Mais j'ai des réserves à l'endroit de l'acte qu'ils ont posé. J'aurais été heureux de participer à une telle activité si elle avait porté sur ce qui est essentiel. L'essentiel ici, c'est quoi? C'est que le Luango a quelque chose à offrir au Congo. Ce que le Luango à offrir au Congo, c'est la civilisation. Les Luango ont un legs civilisationnel. Pour rappel, M. Perrin, le royaume de Luango a connu une révolution en 1766. La révolution des Luango a eu lieu avant la guerre d'indépendance des États-Unis, avant la révolution française, avant la révolution russe. Donc, déjà, dans ce royaume, les gens avaient un niveau de conscience politique. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait la révolution de 1766? Parce qu'ils n'acceptaient pas que le roi puisse tout se permettre, que le pouvoir royal soit un pouvoir illimité. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le roi. Ils se sont soulevés contre le roi, il y a eu cette révolution, ils ont tué le roi et ils ont instauré une nouvelle monarchie qui devenait à cette époque une monarchie constitutionnelle, une constitution non écrite certes, mais une constitution coutumière comme la constitution anglaise. Et donc, quand vous regardez les révolutions politiques qu'il y a eu dans le monde, si on établissait une chronologie, vous avez la révolution la révolution des Luango de 1766, ensuite la révolution anglaise de 1768, la révolution américaine de 1776, la révolution française de 1789 et la révolution russe de 1917. Alors, celle des Luango vient de loin en amont de toutes ces autres révolutions. Elle a laissé un legs. Parmi les legs, il y a par exemple le principe de la séparation du bien public avec le bien privé. Celui qui gouverne ne doit jamais confondre le bien public avec le bien privé. Le respect de l'État, le respect de l'autorité de l'État. Alors, quand on parle des Luango, ce que vous espérez, c'est que l'on aille parler de ce legs civilisationnel. Comment des gens qui ont reçu ce legs civilisationnel se comportent tels qu'ils se comportent aujourd'hui? Voilà la question fondamentale. Tous ceux qui sont allés à cette réunion-là, ont-ils oublié le legs civilisationnel qui est le leur et la contribution qu'ils ont à verser à la nation pour dire que dans la gestion de la chose publique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Au lieu de cela, nous avons les impostures comme ce que vous avez mentionné. On est brimé, mais on applaudit. On est brimé, mais on applaudit. Je me rappelle, le premier conclave s'est tenu, je crois, il y a 10 ans ou 11 ans par là, où Denis Sassou Nguesso promettait d'ailleurs au Kwilu, donc à Pointe-Noire également, la municipalisation accélérée additionnelle, parce que finalement, Pointe-Noire, tout le monde sait dans quel état se trouve aujourd'hui Pointe-Noire, mais totalement délabrée. C'est la ville, je peux me tromper, mais après il faut que les gens viennent me le dire, c'est une des villes les plus abandonnées, les plus sales. Curieusement, les voies dégradées. On va vous proposer à la fin de cette émission quelques reportages sur ce qu'est devenu Pointe-Noire. Et donc, lorsque Anatole Collinet va
à cette occasion pour réaffirmer, comme on l'a dit tout à l'heure, l'engagement de l'État à accompagner le Kwilu dans ses priorités, notamment les infrastructures, l'énergie, l'agriculture. On a même promis la construction du barrage de Sunda début 2025. Nous sommes en 2026. Est-ce qu'on peut finalement comprendre que c'était en fait une activité pour Anatole Collinet Makosso, en fait d'assurer à son président que je peux encore mobiliser Pointe-Noire derrière vous pour les raisons électorales et que cela n'a rien à voir de ce qu'on appelait tout à l'heure conclave, et je reviens là-dessus parce que c'est ce qu'il faut peut-être rappeler. C'est encore une façon de mal nommer les choses. Exactement, elles ont été mal nommées. C'était un caucus, ce n'était pas un conclave, et on n'a pas besoin en ce moment à Pointe-Noire ni d'un caucus ni d'un conclave, on a besoin d'un colloque. Donc des travaux scientifiques qui doivent se faire dans l'ensemble des localités de nos pays, de notre pays, dans l'ensemble des départements. Nous avons des legs culturels qui sont très riches. Il y a eu un royaume ici, il y a un legs, il faudrait aller chercher dans ce legs. Comment ces gens avaient une constitution coutumière à l'image de celle de la Grande-Bretagne déjà au XVIIIe siècle. Et ils ont fait une révolution à cette époque-là. En quoi consistait cette constitution? Comment faisaient-ils pour vivre, pour maintenir les équilibres sociaux à l'époque? Voilà quelque chose qui serait très intéressant à regarder. Vous avez le royaume Téké, qui a lui aussi un legs culturel. On a plusieurs chefferies à travers le pays. Nous avons ces choses-là et ce sont des colloques qu'il faudrait faire pour absorber ces legs culturels qui risquent de disparaître. Au lieu de cela, on fait un caucus qu'on appelle conclave et ensuite on lance des appels de soutien au maintien d'une situation inacceptable. Oui, parce que à l'occasion de ce conclave, puisque c'est le deuxième, est-ce qu'ils sont revenus sur, j'allais dire, ont-ils fait le point sur la municipalisation accélérée additionnelle qui finalement n'a pas eu lieu, mais aussi au centenaire, parce qu'on a célébré quand même le centenaire de Pointe-Noire, près de 100 milliards avait été débloqué. Malheureusement, lorsqu'on regarde le visage de Pointe-Noire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est mais vraiment, j'allais dire, l'enfant abandonné de la famille. Est-ce qu'ils sont revenus là-dessus? Ou bien on vient toujours pour faire des promesses, 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 et on ne revient jamais pour faire le point? J'insiste sur le fait que ce n'était pas un conclave des Luango, Bon, encore c'était c'est mal le nommé, oui, caucus, je comprends. oui, c'était le caucus des partisans de M. Sassou Nguesso. Donc, ces éléments d'intérêt général que vous évoquez ne font pas partie de leurs soucis. Voilà, pour avoir une idée ou donner une idée à nos téléspectateurs sur ce qu'est devenu Pointe-Noire, je vais donc proposer à nos téléspectateurs un reportage sur l'état des routes à Pointe-Noire. Nous sommes là dans la ville dite pétrolière, la ville économique du Congo, celle-là qui pourvoit à plus de 80% l'économie congolaise. Suivez, on revient sur le plateau. Nid de poule, trou béant, marre d'eau, c'est le constat fait dans la matinée du 4 février dans la ville économique par notre équipe de reportage après une pluie qui a empiré la situation de route déjà difficile. Pour espérer s'en tirer de cette réalité, les chauffeurs sont contraints de prendre des voies de détour aussi dangereuses. Sous les avenues de l'Indépendance et Marin-Ngouabi, dite Borbo dans les arrondissements 1 Lumba et 3 Tchétché, la situation est aussi criarde que sur bien d'autres avenues et ruelles de la ville. Du coup, la population ne sait plus à quel sens se vouer. Regardez cette situation-là. Mais ça, c'est une honte pour la nation, non? Un pays où nous avons du pétrole, où nous avons toutes les richesses possibles, où Dieu nous a bénis. Ça, c'est de l'eau. En une nuit, on peut refaire cette partie-là. Mais je suis sûr, le jour où vous allez entamer ces travaux-là, ça va prendre peut-être quelque chose, même de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais ce n'est pas quand même normal. Ça, c'est une honte pour le pays, une grande honte, du jamais vu. Ça n'existe nulle part, de voir des conditions comme ça. De nos jours, se déplacer à Pont-Noir devient un véritable calvaire. Les transporteurs profitent généralement de cette faiblesse pour morceler les itinéraires, voire doubler ou tripler les prix officiels du transport. La réhabilitation de ces voiries urbaines devient une nécessité pour soulager les usagers. Ça crée vraiment les dégâts. Même les voitures là, ça n'arrive pas à passer vraiment. Je
je crois que l'État, il puisse faire quelque chose parce que là vraiment on souffre. La population déplore la passivité des services techniques qui se sont vus renforcer le matériel d'entretien routier. La réaction urgente des autorités compétentes pourrait, dans le même contexte de temps, faire oublier les populations cette situation alarmante. Voilà, Maître Charles Anissé Poiti Amar, nous allons presque là vers la fin de cette émission. Nous abordons donc le volet. Vous avez certainement suivi cette vidéo mise en ligne par le colonel Aline Olga Lonzania Beka, c'est comme ça, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Alors, vous avez suivi cette vidéo où beaucoup de choses ont été dites. Je m'intéresse d'abord sur le volet des forces armées congolaises. Lorsqu'on suit cette colonelle, désormais dégradée au rang de, je crois, soldat de 2e classe, on l'a accusé forcément, selon la vidéo bien entendu, d'avoir détourné 800 millions de francs CFA. Lorsque vous avez suivi ça, avec tout ce qu'elle est en train de raconter, quelle perception avez-vous désormais de l'armée congolaise, des forces armées congolaises, j'allais dire? On devrait évidemment, je dois commencer par mentionner la réserve nécessaire avec laquelle je reçois ces informations, mais toutefois, on note quand même une certaine cohérence dans son récit qui supposerait une vraisemblance de ce qu'elle dit. On pourrait penser que les choses se sont effectivement passées de cette façon-là, tel que le régime, avec les apparences du régime et sa réalité. Lorsque quelqu'un vient faire le récit que cette dame fait, on a tendance à y prêter crédit. Dans l'hypothèse que tout cela soit vrai, et on va davantage vers cette hypothèse, il faudrait certainement s'interroger sur la suite, parce que ce qu'elle raconte a toutes les apparences d'un scandale. Je ne dirais pas une affaire d'État, parce que pour qu'il y ait affaire d'État, il faudrait encore qu'il y ait un État. Il y aurait un État, ce serait une affaire d'État, parce que les autorités judiciaires se seraient saisies de cette affaire pour ouvrir une information, une enquête préliminaire, donc convoquer la dame, l'entendre sur procès verbal et continuer l'enquête préliminaire. Ça, c'est dans le cas d'un État. Donc, ce serait une affaire d'État. Mais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est un scandale parce que cette dame nous raconte que pendant qu'elle est enceinte, des officiers généraux se retrouvent avec elle entre 4 murs en présence d'autres personnes et il y a l'un d'entre eux qui se déchaîne de toute sa force sur elle, la roue de cou, et pendant un certain temps, il n'y a personne qui intervient. Et ces faits se sont déroulés sans donner aucune conséquence par la suite. Ça, c'est déjà sur le plan humain. Comment est-ce possible qu'une telle chose se soit produite? Qu'est-ce qu'est devenu l'homme congolais, la crise de l'homme dont on a déjà parlé avec vous, la crise de l'homme, donc la crise des valeurs? Comment des hommes dans une pièce peuvent-ils laisser l'un d'entre eux se défouler comme ça sur une dame sans défense? C'est une chose totalement inacceptable. Au-delà, elle parle des sommes d'argent, des sommes faramineuses, et les comportements qu'elle annonce à l'endroit de ces sommes d'argent sont des comportements inacceptables. C'est que depuis que les 800 millions de francs CFA sont sortis, il n'y a jamais eu une procédure pour chercher à savoir ce qu'ils sont devenus. Et curieusement, elle nous raconte que au moment où on s'aperçoit que la somme avait été détournée, à ce moment-là, une autre somme, la moitié de cette somme, donc 400 millions de francs CFA, était déjà en mouvement pour boucher le trou. Donc on est là à 1,2 milliard.
On est à 1,2 milliard. Vous vous demandez dans quel monde on est. Les autorités financières, il y a un contrôle budgétaire, il y a des autorités de contrôle budgétaire, il y a une inspection générale des finances. Donc, qu'est-ce que l'ensemble de ces organes a fait par rapport au traitement de cette somme d'argent? Bon, après, comme je disais, on a tendance à croire en son récit parce qu'elle dit des choses qui l'incriminent elle-même, notamment concernant la discipline militaire. Et donc, cette affaire nous révèle des problèmes d'ordre et de discipline dans les armées. Or, si vous n'avez pas d'ordre et de discipline dans les armées, vous n'avez pas d'armée. Parce que l'armée, c'est la discipline. S'il n'y en a pas, vous n'avez pas d'armée. Lorsque j'ai dit sur votre plateau répétitivement qu'il n'y avait plus d'État au Congo, que l'État était en pleine décrépitude, cette seule affaire confirme le fait. Parce que là où il y aurait un État, cette affaire serait devenue une affaire d'État. Ne serait-ce que parce qu'un général aurait porté main à une dame, ce serait une affaire d'État, même s'il n'y avait pas eu les tenants et les aboutissants, mais dans l'entre-deux, le seul fait qu'un général en vienne aux mains de surcroît contre une dame, ça, ce serait une affaire d'État. Alors, si vous ajoutez tous les autres éléments, vous avez du mal à qualifier les faits, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette affaire devrait devenir une affaire d'État. Voilà, pour terminer, puisque l'heure est presque à la fin, c'est le dernier volet de cet entretien. Il y en a bien d'autres, mais nous y reviendrons prochainement. C'est le dernier, bon, peut-être pas le dernier, le discours, j'allais dire, le général Serge Oboa qui menaçait tout le monde, il faut le dire comme ça, les Congolais de représailles, puisqu'il disait tout Congolais qui oserait bien sûr contester le scrutin prochain, bien entendu, croisera donc la DGSP et la loi va s'appliquer. Comme je viens de dire, nous allons partir aux élections. Je rappelle que j'insiste, le match se joue au stade, pas dans la rue. Dans la rue, c'est avec autorisation. Non, on dit que bon, on a fermé le stade, bon, nous on joue dans la rue. D'accord. C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera. Sans état d'âme. Dites ça à vos parents. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos frères. Que la pagaille ne sera pas tolérée. La pagaille ne sera pas tolérée. Que le meilleur gagne. Ce qui est vrai. Nous qui sommes habitués à marcher, nous allons continuer la marche. Peut-être même accélérer la marche. Nous partirons. Ceux qui vont organiser les meetings dans leur parcelle, c'est leur droit. Mais si vous faites de bruit, nuisance sonore, on vient si vous arrêtez chez vous dans votre parcelle, vous dérangez les voisins. Ça sera comme ça. Donc vous faites votre choix. Tu boudes en silence, dans ton cœur. Et nous on avance, j'ai dit. Bon, après, on se pose tout de même la question, lorsque Oboa parle de la loi, de quelle loi s'agit-il, puisque son opération n'obéit nullement à la loi, et c'est une violation flagrante de la Constitution. Dans cette adresse, il a également menacé les opposants politiques, à qui il a dit, si vous voulez contester, boudez chez vous, voilà, mais si vous sortez dans la rue, vous allez nous croiser, et la loi s'appliquera sans état d'âme, ajoute-t-il. Il a aussi menacé les femmes, les mamans des enfants innocents qu'on est en train d'assassiner sans procès. Et là, il a dit, faites vos marches chez vous, dans vos parcelles. Si vous continuez à faire les marches dans les rues, vous allez nous croiser. La loi, entre guillemets, donc la loi de Serge Oboa va s'appliquer. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? À quoi cela vous fait penser? Lorsqu'un homme
les hommes en uniforme, qu'on les appelle, ils sont tenus aux réserves, bien entendu. Mais là, il est sorti et il a même outrepassé son périmètre d'action, puisque là, il s'ingère même dans la politique. Il y avait une part d'excès dans ce propos. Et Talleyrand disait, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas trop s'attarder sur la teneur même des propos, mais plutôt sur les actions qui ont été menées. Ces actions sont d'une gravité telle qu'on ne peut pas les passer par pertes et profits, et toutes les fois qu'on a l'occasion d'y revenir, il ne faudrait pas manquer de le faire. Un ordre a été donné d'assassiner des adolescents et de profaner leurs cadavres. Et ce fait est constitutif d'un crime contre l'humanité. Donc, ces faits existent. Aujourd'hui, tout est documenté. Le donneur d'ordre est connu et l'a assumé publiquement. Celui qui a exécuté les ordres est connu et l'a assumé. Le corps qui a reçu la mission et le corps par lequel les ordres ont été exécutés, tout cela est connu, tout cela est documenté. C'est la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Ce général, par contre, je ne l'accablerai pas excessivement parce que j'ai dit sur votre plateau qu'il est dans une course de vitesse avec son oncle, le président de la République, en rappelant l'expérience de la Guinée équatoriale. L'actuel président de la Guinée équatoriale était chef d'état-major général de ce pays, avait reçu mission de son oncle de commettre les crimes les plus crapuleux. Et il avait commis l'ensemble de ces crimes, mais lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait les mains suffisamment sales et baignées de sang, il a fini par se retourner contre son oncle et l'a présenté au peuple équato-guinéen comme le seul et unique responsable de tout ce qui était arrivé dans le pays. Et donc, je n'exclus pas la course de vitesse entre le général Oboa et son oncle. Il y a en droit la notion d'ennemi du genre humain. Cette notion, elle est employée contre les personnes qui posent des actes d'une criminalité telle qu'elle est inacceptable nulle part ailleurs dans le monde. Et cela est le fondement de la compétence universelle des États, donc la juridiction que les États exercent sur des faits qui ont été commis en dehors de leur territoire national. Alors, dès lors que vous avez commis ce genre d'acte dans n'importe quel pays du monde où vous vous trouvez, si des plaintes sont déposées contre vous, les juridictions de ces pays-là, même en dehors de la Convention des Nations Unies de 1984, des juridictions peuvent se reconnaître compétentes pour vous poursuivre. Donc, si vous considérez les actes qui ont été posés au Congo, que j'ai rappelé tout à l'heure, exécution sommaire, profanation de cadavres, et il y avait une mission qui avait été donnée et une opération nommée Zéro Kuluna. Donc, l'objectif, l'intention de l'opération est claire, éliminer physiquement les Kuluna. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont été éliminés physiquement en dehors de toute forme de procédure, donc pas de procès, rien du tout. Alors, ces actes-là sont des actes qui sont imprescriptibles par nature, ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a pas un endroit qui puisse servir d'abri à ce monsieur. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va accepter d'avoir ainsi été livré? Est-ce qu'il va se défendre? La question reste entière. Donc, son oncle lui a trouvé un ticket pour la privation de liberté, parce qu'il est jeune, il vivra longtemps. Or, les victimes sont nombreuses et les parents de victimes sont encore présents. Il y aura des frères, des sœurs, et donc son avenir est compromis. Et la seule issue pour lui restera
le chemin emprunté par Obiang qui s'est retourné contre son oncle. Et je l'avais déjà dit sur votre plateau, c'est une course de vitesse entre les deux. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, c'est la toute dernière question, en quelques 2 minutes bien entendu. Au début de cette émission, nous avons rappelé que vous aviez appelé à une désobéissance civile, c'était en octobre dernier, et je vous posais la question, pourquoi donc le silence jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez été dissuadé par cette opération finalement de lutte contre les Koulouna, c'est ça? Ou peut-être qu'il y a en programme un autre appel, c'est ça, avant le scrutin, pendant le scrutin, ou comment ça se passe? Non, déjà, pour la dissuasion, pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Au contraire, cette opération Zéro Koulouna a reconforté notre élan de lutter pour l'avènement d'une nouvelle république. Maintenant, sur les opérations que nous conduisons, il y a eu, vous l'avez rappelé, l'appel à la désobéissance civile du 24 octobre 2025. Il y aura d'autres actions qui vont être menées. Ne pensez pas que nous allons nous en laisser compter. Le calendrier électoral du régime en place ne nous concerne d'aucune façon. Ces gens ont interrompu l'expérience démocratique et républicaine du Congo. Ils sont arrivés montés sur les chars, ils se maintiennent par les armes, il n'y a pas d'autre issue pour eux, ils doivent partir. Maintenant, c'est le moment où le peuple congolais va comprendre que nous n'avons pas d'autres options, nous ne pouvons pas accepter la situation actuelle. Monsieur Perrin, nous sommes à la fin, mais accordez-moi quand même quelques minutes pour vous rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons mondialement. Je vous en prie. Il y a eu le sommet de Davos. Et souvenez-vous que toutes les chaînes du monde, y compris vous-même, ont parlé de la rupture qui était en train de s'opérer au niveau international. Nous sommes dans le monde où les empires sont sans pitié. Et ce qui est en train de s'annoncer, jusque-là, tout le monde voit ce que fait l'Amérique. Mais avant l'arrivée de Donald Trump, l'Amérique était déjà lancée sur cette voie. On ne le voyait pas parce que celui qui était à la tête en son temps, Barack Obama, était un homme sophistiqué. On n'a pas vu ces choses-là, mais même la violation de souveraineté dont on a parlé une fois avec vous, avec Barack Obama, ça a eu lieu. Lorsqu'il est allé faire assassiner Ben Laden au Pakistan, il avait violé la souveraineté du Pakistan. Les Pakistanais l'ont appris lorsque les Américains étaient déjà repartis. Et donc, Donald Trump, si vous voulez, par son attitude personnelle, nous donne l'impression que c'est l'Amérique brutale qui est en scène en ce moment. Mais toutes les grandes puissances, tous les empires sont en train d'agir de la sorte. La Chine est en train d'arriver de façon sournoise, elle n'annonce rien, mais elle est en train de se préparer de façon sévère. Donc, dans ce contexte général de retour des empires, où les pays faibles n'ont pas d'option que de compter sur eux-mêmes. Le Premier ministre du Canada l'a dit dans un discours poignant à Davos. Il a dit, si vous n'êtes pas à table, c'est que vous êtes dans le menu. Il a dit de cette façon-là. Donc nous entrons dans un monde brutal, dans un monde violent. Dans ce monde-là, il faudrait que les peuples puissent avoir au-dessus d'eux des États qui soient capables de les protéger. Mais des États qui puissent vous protéger, ce sont des États qui sont gérés par des hommes d'État en respectant les règles de gestion d'un État. Si vous avez un État conduit, géré comme une épicerie, géré en suivant des règles coutumières. Donc, on se partage des choses. Et tout ce qui concerne le fonctionnement ordinaire de l'État n'est pas respecté. Mais vous êtes un peuple qui est en proie à n'importe quel prédateur. Au moment où nous sommes en train de parler,
les recettes douanières du Congo sont contrôlées par la Turquie. Au moment où nous sommes en train de parler, les aéroports du Congo ne sont pas contrôlés par les Congolais. Donc, vous avez les aéroports qui nous échappent. Vous avez le port qui nous échappe. Vous avez aujourd'hui dans les services publics, par exemple, le ramassage des ordures qui nous échappe. Et vous avez des contrats pétroliers. Le ministre des Hydrocarbures a rappelé dans leur programme de 30 jours pour convaincre que les sociétés pétrolières ne reversent pas à l'État congolais la part de pétrole qui revient à l'État congolais. Et vous avez cet ensemble de choses où les ressources du pays échappent totalement à la population. Vous avez un État qui se désintègre et il y a quelqu'un qui ne fait rien des pouvoirs de l'État, qui est à l'origine de cette situation désastreuse, qui annonce qu'il va se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qui nous reste à nous, peuple congolais, sinon que de nous soulever et de faire partir ce régime? C'est celle-là la position des patriotes. Le calendrier électoral de ce régime ne nous concerne pas et le peuple congolais doit prendre ses responsabilités et faire partir ce régime. Merci, Maître Charles-Anissé Poiti-Amar. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et du Québec, président des Patriotes. Grand merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, M. Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Aidez-nous à promouvoir cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez-la à vos amis, vos parents, vos collègues, vos camarades. Et dites-nous en commentaire vos opinions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que nous avons eu à échanger sur ce plateau aujourd'hui? Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.